Et à tous et merci Monsieur le Président, merci de cette invitation à laquelle je n'ai pas résisté malgré mon sur le thème, parce que néanmoins la question posée, et je suis très heureux de retrouver mon ex, ça vient d'être dit, Cédric O, qui lui, avec beaucoup de science et de connaissances, va pouvoir approfondir, mais disons que je suis la vedette américaine avant l'arrivée de la vraie vedette qui suit. Mais je voudrais quand même faire quelques réflexions initiales, un peu, j'espère, nous mettre en jambes sur ce thème essentiel. D'abord en précisant que ça ne se sait pas toujours, mais j'ai un intérêt très particulier pour le mutualisme et la coopération. Certains d'entre vous savent que j'ai écrit une biographie de Michel Barouin, que j'ai connu quand j'étais tout petit, et qui est une personnalité qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Et donc très tôt, j'ai baigné dans ces valeurs-là, et j'ai même, je dirais, beaucoup réfléchi à partir de ça. Et comme lui, j'ai toujours pensé que le modèle mutualiste et le modèle coopératif étaient des solutions non pas marginales, mais centrales pour nos sociétés. À mes yeux, ça n'est absolument pas un modèle daté, quelle que soit la maturité de nos organisations, mais c'est un modèle qui, au contraire, a une espèce de plasticité par rapport aux évolutions de la société. Et cette plasticité, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui quand on parle d'une innovation technologique, scientifique et industrielle aussi massive et aussi fondamentale qu'est l'intelligence artificielle. Donc c'est même pas ma première réflexion, c'est mon premier réflexe, c'est de me dire que la relation entre les deux, c'est-à-dire mutualisme, coopération d'une part, intelligence artificielle d'autre part, a quelque chose de très naturel pour le coup, pas d'artificiel, parce que peut-être que nos sociétés vont avoir besoin d'encore plus d'esprit mutualiste et coopératif pour la plasticité nécessaire. Et clairement, je mettrai la notion d'intelligence collective en face de la notion d'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle peut nous faire sentir tout petits en tant qu'être humain face à cette innovation technologique, et peut-être d'une manière beaucoup plus importante que les précédentes innovations technologiques, parce qu'il est question justement d'intelligence et de fonctionnement du cerveau. On peut se sentir dépassé à titre individuel. En revanche, ce sont nos réponses collectives qui peuvent nous donner le sentiment d'une maîtrise de cela. Et en partant de cette réflexion, je voudrais prendre deux exemples de ce que j'ai pu connaître comme ministre de l'Éducation sur ces sujets. Un qui a trait à l'intelligence artificielle, l'autre à la technologie en général. En commençant par le deuxième, celui où l'intelligence artificielle n'est pas le sujet, mais où par contre l'usage des technologies dans l'enseignement l'est. Lorsque nous avons eu la crise sanitaire et que l'enjeu est devenu très rapidement l'enseignement à distance pour 12 millions d'élèves en France, nous avions un mécanisme que nous avions préparé pour des catastrophes naturelles, mais on n'avait pas imaginé des catastrophes naturelles à l'échelle de la France. Et surtout, à ce moment-là, nous avons eu la preuve, par l'exemple concret, que même quand on réussissait l'enseignement à distance, et nous l'avons réussi en partie, bien entendu pas parfaitement, ceci en aucun cas ne remplaçait l'enseignement en classe. Et je pense que toute la France et même le monde entier a bien appris la leçon qui n'était pas si évidente avant cette expérience, qu'on ne peut pas se substituer au professeur. La machine, jamais ne pourra se substituer au professeur. Autrement dit que dans un monde de plus en plus technologique, non seulement on n'a pas de moins en moins besoin de l'humain, mais on a de plus en plus besoin de l'humain. Simplement, on en a besoin autrement. Et l'expérience de la crise sanitaire nous a fait progresser sur le plan numérique, par à-coup, par accident, par approximation successive, mais elle a fait progresser les usages numériques et en même temps la conscience du caractère central de l'être humain qu'est le professeur. Et donc l'objectif doit être désormais, et c'était quand même clair dans notre esprit avant la crise, d'être avec entre guillemets un professeur augmenté, c'est-à-dire un professeur qui peut reposer sur la technologie pour être encore plus fort dans son accompagnement personnalisé des élèves et non pas concurrencé par la machine. Cette problématique est ancienne, simplement elle prend une acuité nouvelle avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et il est évident qu'on peut faire aussi un colloque non seulement sur coopérative et mutuelle et intelligence artificielle, mais aussi sur agriculture et intelligence artificielle, et aussi bien entendu enseignement et intelligence artificielle. Et donc le nouveau professeur au XXIe siècle est posé, et plus généralement la question pédagogique qui touche non seulement les mutuelles de l'éducation nationale qui sont forcément représentés ici aujourd'hui, mais plus globalement le monde mutualiste.
Le deuxième exemple tiré de l'expérience du ministère, c'est que dès 2017, un sujet que je voulais prendre à bras-le-corps était l'apprentissage des langues vivantes à l'école primaire. Que sur ce sujet, nous faisons face depuis de nombreuses années au problème de la compétence en la matière des professeurs des écoles, et qu'il m'apparaissait que si nous étions capables de créer un robot conversationnel en langue étrangère, nous pourrions très avantageusement avoir du temps de conversation pour les élèves réussis grâce à l'intelligence artificielle. On a donc fait un appel à projet, et à mes yeux, comme sur d'autres projets technologiques que parfois on suivait avec Cédric O d'ailleurs, eh bien, c'était une façon pour l'État de tirer vers le haut le dynamisme technologique dans notre pays et peut-être de faire accélérer certaines technologies. Le processus a pris un certain temps, on a lancé un appel à projet, et au bout d'environ 1 an et demi, on a eu des résultats sur ce robot conversationnel. Il existe, je vous le dis, on appelait ça Capitaine Flag, sauf erreur de ma part. Et simplement, le jour où ça est arrivé sur mon bureau, j'ai trouvé ça bien, mais par rapport à ce que j'avais lu à l'époque sur l'intelligence artificielle et sur ce que j'imaginais que ça pouvait être, on était, même si je ne l'ai pas vraiment dit, un peu en dessous de l'expectative. Et puis, 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, arrive ChatGPT et tout le reste, et on voit très bien qu'aujourd'hui, le saut technologique qui a été accompli ferait que cette idée-là, qui j'espère d'ailleurs va finir par s'accomplir d'une façon ou d'une autre, est évidemment désormais mûre. Cet exemple-là, je le donne pour dire qu'il y a des étapes, d'ailleurs très rapides par ailleurs, de sauts technologiques qui sont franchis. Il ne faut jamais arriver ni trop tôt ni trop tard. Trop tôt, c'est mieux que trop tard d'ailleurs, mais que la question de la façon dont on fait émerger les innovations, notamment dans une coopération entre l'État et la société civile, coopération dans laquelle le monde coopératif et mutualiste peut jouer un rôle considérable, notamment du fait qu'il est à but non lucratif, comme l'État, si j'ose dire, eh bien, doit stimuler un peu nos perspectives, et que c'est peut-être du monde mutualiste que peuvent surgir un certain nombre d'appels à projets, d'idées d'application dans un sens correspondant aux valeurs humanistes. Alors j'en viens à partir de là à quelques réflexions très simples, très, très rapides en tant que vedette américaine avant l'exposé de Cédric O, sur les 2 ou 3 éléments que je mets en relation quand je réfléchis à esprit coopératif et mutualiste et intelligence artificielle. D'abord, bien entendu, et ça va de soi, et le président l'a dit à l'instant, il y a la question des valeurs. L'intelligence artificielle est certainement un changement paradigmatique plus important que bon nombre des changements que nous avons vécus jusque-là. Néanmoins, elle n'échappe pas à notre système de valeurs, et au contraire, nous avons plus besoin que jamais de ce système de valeurs pour discerner les opportunités et les risques avec cette innovation. Et on doit donc évidemment être dans cette logique de opportunité-risque. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse rétroactive sur le sujet du numérique dans l'enseignement par rapport à la question de opportunité et risque. Je lisais hier dans un grand journal du soir, toujours excellent par définition, qu'il n'y avait pas de clarté sur la stratégie numérique de l'éducation nationale. C'est évidemment une énième leçon d'humilité pour moi, mais il y en a une quand même. Il y en a une, c'est peut-être que le journal n'a pas eu le temps de la voir, mais nous l'avions formulée à l'époque dans des termes assez simples d'ailleurs. C'est-à-dire que pour les enfants, nous devons assurer à la fois la protection et les opportunités que représente le numérique pour leur développement. Et on a évidemment besoin de ce en même temps-là. On ne peut pas marcher sur une jambe sur ces questions. On ne peut pas ignorer les risques, on ne peut pas non plus passer à côté des modernisations nécessaires. Cette dichotomie-là, ce diptyque, il est indépassable, et il est forcément la structuration stratégique de ce qu'on peut dire sur ces sujets. C'est comme ça qu'on a interdit les téléphones portables au collège, tout en ayant développé des applications comme par exemple les robots permettant l'enseignement à distance pour les élèves à l'hôpital. Projet qui, pour le coup, lui, a bien prospéré, avec aujourd'hui 4000 robots qui aident ces enfants à travailler, et dans lesquels, sans doute, on pourra mettre de l'intelligence artificielle dans les temps à venir. Et donc, la question de opportunité et risque,
est évidemment, à mon avis, structurante et centrale. Les risques sont considérables, ils sont non seulement dans la science-fiction, mais même déjà, ils sont là aujourd'hui. Ce sont des risques, évidemment, comme toujours pour les sauts technologiques, pour l'emploi. Et là, je pense qu'il y a tout un pour le monde coopératif et mutualiste. Ce sont aussi des risques pour les libertés. Là-dessus, aussi, les réflexions sont quand même assez avancées sur ces questions. C'est plutôt la nature des réponses techniques. Mais on sait aussi que l'intelligence artificielle peut être très efficace pour la cybersécurité et donc éviter un certain nombre de choses. Et puis un troisième risque que je voudrais mentionner, c'est le risque qui va évidemment avec le risque pour la liberté, et ce qui est le risque pour la vérité. Nos sociétés sont confrontées de manière inédite au problème du statut de la vérité. Et ce, de façon particulièrement accentuée depuis une vingtaine d'années et l'essor d'Internet, et désormais encore plus avec ce que l'intelligence artificielle permet comme déploiement. Le statut de la vérité, nous avons un problème avec cela aujourd'hui. C'est un peu dans mon actualité, donc je vais me permettre de le dire, même si le rapport est indirect avec l'intelligence artificielle, mais ça fait 2 ans que je vis avec une campagne d'intoxication sur le fait que le baccalauréat aurait tué l'enseignement scientifique et qu'aurait empêché que les filles fassent plus de sciences. Je profite de cette tribune pour vous le dire, c'est complètement faux. Et depuis une semaine, nous avons tous les chiffres qui permettent de dire que, par exemple, il y a 50% de filles de plus qui font la matière maths experte. Donc, par rapport à la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, qui est est-ce que nous préparons mieux nos élèves aux défis scientifiques et technologiques du futur, j'ai le plaisir de vous répondre oui. Et même si vous avez lu non depuis 2 ans d'à peu près la totalité de la presse et des intervenants. Mais je peux faire un débat de 15 heures là-dessus avec qui veut sur cette question. Sur chacune des données, nous avons par exemple plus de filles préparées pour devenir ingénieurs. Nous avons plus d'élèves qui font beaucoup de maths en terminale que précédemment, etc., etc. J'en profite pour dire que les programmes de mathématiques et de sciences de l'ensemble du lycée sont plus approfondis que précédemment. Mais l'exemple que je suis en train de vous donner est vraiment significatif du statut de la vérité dans nos sociétés. C'est-à-dire que je vois pas mal de perdus qui s'écarquillent, mais tout simplement parce que ça fait 2 ans que vous entendez le contraire. Et que vous êtes probablement entré dans cette salle en vous disant, bon sang, il y a quand même un problème avec l'enseignement scientifique en France. Je vous invite à lire l'Opinion d'hier, le journal L'Opinion d'hier matin, un journal du matin, qui a fait le point sur cette question. Et en effet, les derniers chiffres permettent de dire ce que je viens de vous dire. Donc nos élèves, par exemple, bénéficient aujourd'hui d'une matière qui n'existait pas il y a 5 ans, qui s'appelle numérique et sciences informatiques. Là aussi, Cédrico le sait bien. Et qui nous permet, par exemple, d'avoir doublé le nombre de filles dans un certain nombre d'académies aujourd'hui, se préparant à l'informatique, alors que c'est un des problèmes que l'on a. Donc le statut de la vérité, alors même que dans l'exemple que je donne, c'est sans intelligence artificielle qu'il y a eu une espèce d'immense campagne de fake news, et que cette campagne de fake news, elle n'est pas venue de milieux marginaux, anti-sciences ou quoi que ce soit. Elle est venue du cœur même de certains milieux scientifiques. Ça en dit long sur l'espèce de vigilance que nous devons avoir vis-à-vis de ces enjeux. Et donc il n'y a aucun milieu, et certainement pas les milieux scientifiques et technologiques, qui nous garantissent contre les risques, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les aventures de la vérité. Et la question donc du statut de la vérité dans nos sociétés, quand l'intelligence artificielle permet de produire des discours alternatifs crédibles et qu'elle permet en plus de les démultiplier quantitativement, est évidemment une des grandes questions à poser. Et je crois que là, dans la mesure où l'esprit mutualiste, c'est l'esprit de démultiplication de la force, et c'est un esprit de démultiplication de force positive, je crois que, aussi bien par analogie que par application de recettes qui ont fonctionné dans le passé, il faut, à partir de la philosophie coopérative, voir ce que nous sommes capables d'opposer à ces enjeux de remise en cause de la vérité. Le temps me manque pour expliciter tout ce qu'on peut mettre derrière cela, mais je crois que c'est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs de contre-vérité, de fake news, comme on dit, sont organisés, mutualisés, si j'ose l'expression. Les défenseurs de la démocratie, de la République, des critères de la vérité, ne le sont pas. Et l'esprit mutualiste et coopératif, dans le futur, ce sera aussi
ce qu'on pourrait appeler d'organiser des réseaux de vérité. Nous savons tous ici que la vérité n'est pas absolue, que la science elle-même est fondée sur cette idée qu'il faut sans arrêt remettre tout en cause. Mais justement, l'esprit coopératif, c'est cela. Et je crois que nous devons réfléchir sur la façon d'être organisés dans le futur pour défendre ces enjeux-là de manière... Enfin, et pour conclure, enjeu de valeur et donc de protection, il y a aussi évidemment les enjeux d'opportunité et de la relation qu'on peut faire entre intelligence artificielle, coopérative et mutualité. Bien sûr, il ne m'appartient pas, et je pense qu'il y aura des interventions très intéressantes en la matière, d'approfondir ce que ça peut donner sur la maximisation de la productivité dans vos organisations. Il est évident qu'il y a des pistes très importantes de ce côté-là. Il y a aussi des choses évidentes du côté de la capacité que l'on a à donner plus de sens au travail dans les temps à venir grâce à l'intelligence artificielle et plus d'impact. Mais je pense aussi que l'intelligence artificielle peut permettre de mettre en relation les objectifs, et là je ne parle plus des valeurs mais des objectifs, même si les deux sont reliés, des mutuelles et des coopératives, face à différents enjeux. Je pense notamment aux enjeux de la transformation écologique grâce à l'intelligence artificielle. Et qu'en clair, certaines des missions que vous avez aujourd'hui, qui sont des missions qu'on peut qualifier de sociales et sociétales, peuvent connaître une forme de puissance nouvelle grâce à l'intelligence artificielle, a fortiori si l'ensemble des employés et des cadres de vos organisations sont formés à cette fin. Il y a donc derrière ces sujets des éléments d'optimisme, c'est-à-dire des éléments pour donner de la puissance à, je vais utiliser une expression simpliste mais qui veut dire ce qu'elle veut dire, à ceux qui font le bien, à ceux qui ont des valeurs qui sont des valeurs humanistes dans notre société. Et donc je dirais pour terminer que nous devons éviter sur ces questions d'être sur la défensive, c'est vrai pour l'ensemble des enjeux de notre époque, que nous ne devons pas être comme des lapins devant les phares d'une voiture face à l'arrivée d'une nouvelle technologie. Nous devons bien sûr être lucides par rapport à tous les risques qui peuvent exister, mais nous devons surtout nous dire que par rapport à des périls qui existent de toutes les façons indépendamment de l'intelligence artificielle, je pense aux périls géopolitiques, je pense aux périls environnementaux, je pense aux périls sanitaires, pour ne prendre que cela, et bien par rapport à tous ces périls, l'intelligence artificielle, au contraire, est peut-être un espoir nouveau pour savoir y faire face d'une manière que nous n'aurions pas eue précédemment et pour démultiplier les valeurs qui sont les vôtres et que j'ai en partage avec vous. Merci beaucoup.